Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin hors du commun d'une star hollywoodienne devenue princesse. Grace Kelly, l'égérie de Hitchcock, a quitté le cinéma pour épouser le prince de Monaco, Régnier III. Son visage de madone est devenu celui d'une icône. Mais derrière le sourire radieux se cache une femme tourmentée, solitaire, qui n'a vécu que pour plaire aux autres, jusqu'au drame. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vous invite à découvrir aujourd'hui dans un récit en 2 parties. Grace Kelly, les rôles d'une vie. Épisode 1, un rôle de star. Nous sommes le 13 septembre 1982, à 9h50 du matin sur la route de la Turbie qui surplombe la principauté de Monaco. Ici, les Alpes semblent descendre à pic vers l'azur de la Méditerranée. La princesse Grace Kelly de Monaco, âgée de 52 ans, conduit la Rover 3500 vert foncé que Régnier, son époux, lui a offerte 10 ans plus tôt. Grace ne conduit pas beaucoup. La voiture n'a que 25 000 km au compteur. Sa fille, Stéphanie, âgée de 17 ans, est assise sur le siège passager à l'avant. Les 2 femmes viennent de quitter Roccagel, le ranch de la famille princière situé sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Grace a décidé de congédier son chauffeur pour conduire Stéphanie à la gare. La jeune fille doit se rendre à un stage de haute couture à Paris. Pour l'occasion, la mère et la fille ont entassé des robes dans les housses sur la banquette arrière. Le coffre déborde de boîtes à chapeaux et de valises. Il est maintenant 9h51. La Rover 3500 prend un nouveau virage. Grace déteste cette route qui serpente avec ses virages en épingle à cheveux. Elle la trouve dangereuse. Elle s'est plainte plusieurs fois à Régnier et lui a demandé de contacter le préfet pour la sécuriser. Elle était convaincue qu'un jour quelqu'un s'y tuerait. 9h52. Grace crispe ses mains sur le volant. Depuis la veille, la princesse se sent mal. Elle est un peu enrhumée et elle souffre de migraines ophtalmiques. Mais là, quelque chose ne va pas. Elle ressent une sorte d'engourdissement. Elle fait des efforts pour se concentrer et négocier un nouveau virage. 9h53. Les mouvements de Grace ne sont pas assez précis. Elle rate le tournant. La voiture file vers la glissière de sécurité. Au-delà de cette bande de métal, le vide. Le 12 novembre 1929, la famille Kelly s'agrandit. Margaret, ancienne championne de natation au corps sculptural, vient de donner naissance à son 3e enfant, Grace Patricia, dont le prénom est un hommage à une tante morte prématurément. John Kelly, le père, est ravi. Ce très bel homme, chef d'entreprise d'une briqueterie prospère et passionné de sport, cultive l'image de la parfaite famille américaine. La petite Grace est élevée dans le culte du corps. Son frère et sa sœur, John Jr. et Peggy, sont à l'image de leurs parents. Beaux, athlétiques et volubiles. John Jr. se prépare à devenir champion d'aviron comme son père et Peggy aspire à être une sublime femme trophée pleinement assumée comme sa mère. La petite Grace, belle comme le jour, mais timide et réservée, peine à trouver sa place. Aucun de ses efforts sportifs ne pourra satisfaire son père, médaillé olympique d'aviron. Et de toute façon, elle préfère les livres au sport. Elle trouve un allié précieux en la personne de son oncle, George Kelly, scénariste et dramaturge. Grâce à lui, elle décroche un premier rôle dans une troupe de théâtre à 12 ans. La gazette locale salue le charisme de cette adolescente prometteuse dans la pièce Don't Feed the Animals de Gemma Kennedy. Elle obtient ensuite un second rôle dans une pièce de son oncle, The Torchbearers. Sur scène, on la regarde, on l'écoute,
On l'apprécie pour ce qu'elle est. Maintenant, Grace en est convaincue, elle deviendra actrice. Elle s'en ouvre timidement à son père. Bien que cela ne le réjouisse guère, il l'encourage, mais à la manière des sportifs. Si elle veut être actrice, elle devra être la meilleure. Et il faut qu'elle le soit, car Grace n'est pas ce qu'on appelle une bonne élève. Ses mauvaises notes lui ferment les portes des meilleures écoles. En 1947, à l'âge de 18 ans, elle postule à l'American Academy of Dramatic Arts. Dans les faits, elle a raté les dates d'inscription, mais elle obtient une dérogation lorsqu'elle annonce être la nièce du célèbre scénariste George Kelly. Elle passe donc les auditions. Les professeurs saluent son charisme et son jeu. Seul bémol, une voix un peu nasillarde, mais ce n'est pas bien grave. Tout juste diplômée, elle part s'installer à New York, loin de sa Philadelphie natale et de sa famille d'athlètes. La jeune fille timide trouve sa place au milieu des artistes et des intellectuels. Sa beauté, son allure et son port altier hérité des corps de rêve de ses parents lui valent très vite des contrats de mannequin et des rôles dans des pièces de théâtre. Elle n'a plus peur de parler devant les autres. Son esprit s'avère vif et son humour décapant. Finalement, l'éducation de ses parents lui a laissé des outils pour réussir. Grace est une travailleuse acharnée, bien décidée à donner le meilleur d'elle-même pour plaire et donner satisfaction. Elle tourne dans un premier film en 1951 où elle passe relativement inaperçue. Elle est cependant remarquée par l'acteur Gary Cooper qui la croise dans un studio. La star exige qu'on donne le rôle de sa femme à cette ravissante blonde. Le réalisateur accepte. Grace Kelly, 23 ans, est engagée pour le film Le train sifflera 3 fois, un western désormais mythique. Grace Kelly crève l'écran malgré un rôle de jeune fille sage. Sa carrière hollywoodienne est lancée. La MGM, société de production phare, lui offre son premier contrat dans Mogambo en 1953. Si la MGM lance Miss Kelly, elle décide désormais de tous ses rôles. Grace perd la main sur sa carrière, mais pour l'heure, elle est heureuse. Dans Mogambo, elle partage l'affiche avec Clark Gable et Ava Gardner. Ils forment un sulfureux triangle amoureux. Son interprétation de bourgeoise mariée éprise d'un aventurier lui vaut l'honneur d'être nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin qu'elle rate de peu. Mais qu'importe. Grace s'amuse, sort beaucoup, collectionne les amants. Ava la taquine. Elle a plus d'amants en un mois qu'elle en un an. Mais un homme va bouleverser sa vie. Il s'appelle Alfred. Hitch pour les intimes. Alfred Hitchcock a révolutionné le cinéma avec ses films à suspense et ses procédés cinématographiques innovants. Par ailleurs, Hitchcock a une passion pour les actrices blondes glaciales dont il aime être le Pygmalion. Eva Marie Saint, Kim Novak, Tippi Hedren sont ses égéries. Grace deviendra l'une de ces blondes hitchcockiennes. Le réalisateur tombe sous le charme de cette jeune femme à la beauté parfaite, froide et peu sensuelle. Il lui offre son premier grand rôle dans Le crime était presque parfait. Nous sommes en 1954, Grace Kelly a 25 ans. Le téléphone sonne. Grace apparaît en nuisette blanche dans un contre-jour qui découpe sa silhouette. Elle décroche, la caméra s'enroule autour d'elle, l'assassin surgit dans son dos et l'impensable se produit. La même année, Hitchcock lui offre un autre rôle dans le mythique Fenêtre sur cour. En parallèle, elle tourne dans Une fille de la province d'un autre réalisateur en vogue, George Seaton. Ce rôle lui vaut enfin un Oscar de la meilleure actrice. Grace Kelly est une star au firmament des étoiles d'Hollywood. Un an plus tard, en 1955, elle travaille à nouveau avec son ami Hitch dans La main au collet, en partie tournée en France sur la Côte d'Azur. Sur les routes en lacets qui surplombent Monaco et la mer, Cary Grant, son partenaire, lui demande à l'écran si elle est venue se chercher un mari en Europe. Le film est un succès. Cette même année, les organisateurs du 8e Festival de Cannes invitent pour la première fois Grace Kelly sur la croisette.
Les organisateurs souhaitent sa présence aux côtés d'autres stars glamour telles que l'actrice italienne Sophia Loren et la française Brigitte Bardot. C'est dans ce contexte festif qu'un autre homme va bouleverser sa vie. Nous sommes le 6 mai 1955. Pierre Galante, un célèbre journaliste du magazine Paris Match, a invité Grace Kelly à faire un shooting au Palais de Monaco. Cette invitation a tout d'un coup monté par la principauté et ses amis. Le prince Régnier III, alors âgé de 31 ans, se cherche sur les conseils de son ami, l'armateur grec Aristote Onassis, une épouse américaine pour relancer l'intérêt des touristes pour le rocher. Onassis avait d'abord pensé à Marilyn Monroe, mais Régnier la trouve trop sexuelle. Il lui préfère la classe bourgeoise de Grace Kelly. Ce matin du 6 mai donc, Grace Kelly se prépare dans sa chambre d'hôtel pour son shooting. Une panne d'électricité l'oblige à se coiffer dans la voiture de Pierre Galante, le journaliste qui l'emmène au palais. Elle sait que le prince viendra les saluer. Pendant qu'elle pose, elle interroge Pierre Galante. Comment devra-t-elle s'adresser à Régnier ? Est-ce qu'il parle anglais ? Elle n'a pas le temps d'avoir toutes les réponses à ces questions. Le prince arrive. Régnier et Grace, aussi intimidés l'un que l'autre, se saluent, puis le prince invite l'actrice à visiter le palais. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Grace Kelly, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de Grace Kelly, les rôles d'une vie, la petite bourgeoise de Philadelphie a quitté son exigeante famille de sportifs pour devenir actrice. Belle, intelligente et charismatique, la jeune femme se construit une carrière de star et décroche un Oscar en moins de 5 ans. Ses rôles dans les films d'Alfred Hitchcock ont fait d'elle une actrice incontournable. En 1955, Grace est invitée au Festival de Cannes. À l'occasion d'un shooting, elle se rend à Monaco où sa rencontre avec le prince Régnier III va bousculer ses plans de carrière. Épisode 2. Un rôle de princesse. Nous sommes le 6 mai 1955 à Monaco. Grace vient de laisser les journalistes de Paris Match avec qui elle faisait des photos pour visiter le palais avec le maître des lieux. Régnier III aura 32 ans dans quelques jours. Il est devenu prince 6 ans plus tôt, en 1949, après la mort de son grand-père Louis II et l'abdication de Charlotte, sa mère. Jeune, il a souvent été pris pour un garçon gauche et timide, un souverain fantoche que l'homme d'affaires Aristote Onassis pense manipuler comme une marionnette. Mais Régnier possède en réalité un fort caractère. Il a lavé l'honneur de son rocher en rompant avec la politique collaborationniste de son grand-père proche des nazis, et il a l'intention de devenir le seul patron de son minuscule État, le plus petit du monde après le Vatican. Il sait que pour faire rayonner la principauté et lui conserver son attraction auprès des touristes, il doit se trouver une épouse qui ferait office d'ambassadrice. Il a renoncé à son premier amour, l'actrice Gisèle Pascal, parce qu'elle n'était pas assez connue et aimée des monégasques. Alors, sur les conseils d'Aristote Onassis, il s'est tourné vers les stars hollywoodiennes, et c'est elle qu'il a voulu rencontrer, Grace Kelly. L'actrice oscarisée charme immédiatement le prince. Elle est distinguée, calme et maîtresse d'elle-même. Pendant la visite du palais, ils se découvrent intuitivement des fêlures communes comme le sentiment de ne pas avoir été aimé par leurs parents. Comme elle, le prince veut faire ses preuves, gagner le respect et l'admiration. Grace n'a jamais été intéressée par le mariage. Elle ne veut pas épouser un homme qui serait dans l'ombre de sa célébrité et qui deviendrait Monsieur Kelly. Elle souhaite un partenaire qui existe par lui-même en dehors du monde factice du cinéma. Quelques années auparavant,
Elle était tombée amoureuse du grand couturier Oleg Cassini, mais ses parents se sont opposés au mariage parce que le couturier, qui avait 17 ans de plus qu'elle, était plusieurs fois divorcé. En moins d'une heure, Grace et Régnier sentent qu'ils pourront faire de grandes choses ensemble. Elle comprend vite qu'elle pourrait endosser le rôle de princesse et d'ambassadrice du rocher. C'est un rôle à sa mesure. Après le festival de Cannes, Grace rentre aux États-Unis. La MGM lui a programmé un nouveau tournage. Elle devra camper une princesse dans le cygne de Charles Vidor. Entre deux prises, l'actrice écrit de longues lettres au prince monégasque. Au fil des pages, ils tombent amoureux. Noël 1955. Philadelphie est en émoi. Le prince Régnier III est en visite aux États-Unis et s'apprête à dîner chez les Kelly. Cependant, il y a eu un petit quiproquo linguistique. Les parents de Grace s'attendaient initialement à recevoir The Prince of Morocco, le prince du Maroc. Mais le prince de Monaco, ça leur va très bien aussi, un prince est un prince. Pour John Kelly, qui s'est lancé en politique, fréquenter les têtes couronnées fait partie de sa réussite sociale bien méritée. À l'issue du réveillon, Régnier III et Grace Kelly annoncent publiquement leur fiançailles. Leur mariage aura lieu au printemps prochain. En attendant, le prince retourne dans son palais et Grace tourne un dernier film, Haute Société, pour lequel elle refuse de quitter sa bague de fiançailles. C'est une manière pour elle de se rebeller contre les producteurs qui ne la laissent faire aucun choix. Mais les contrats de la MGM sont ainsi faits. Elle appartient à son studio. Pour mettre fin à ses obligations tout en faisant de la publicité au rocher, Régnier cède les droits de diffusion télévisuelle de son mariage à la MGM. Ce sera le mariage du siècle. Début avril 1956, Miss Kelly se rend à New York pour embarquer à bord du paquebot Constitution et rallier Monaco. Elle est prise d'assaut par des centaines de journalistes qui se bousculent et s'insultent pour l'approcher. Les caméras captent son air hagard au milieu de cette foule masculine en mal de scoop. Depuis le pont du paquebot, elle salue les foules avec élégance. Sa main gantée de blanc s'agite doucement sur le fond beige de son manteau, puis elle s'autorise enfin à rentrer dans sa cabine. Le 12 avril, le Constitution arrive en rade de Monaco. Régnier l'attend sur son yacht, au milieu d'une mer couverte par les embarcations des journalistes. Dans une robe manteau noire, le visage caché par une capeline blanche, elle passe d'un navire à l'autre. Pendant la semaine suivante, Grace passe de cocktail en réception au bras de son prince. Elle apprend le protocole à toute vitesse. Comment se tenir, comment saluer, comment s'adresser aux gens. Tout cela met ses nerfs à rude épreuve, mais elle continue de sourire. Dans les rares instants d'intimité avec Régnier, elle caresse l'idée d'une fugue durant laquelle ils iraient se marier tous les deux en secret dans une petite église de l'arrière-pays niçois. Nous sommes le 19 avril 1956. La MGM assure la retransmission du mariage du siècle. Les têtes couronnées et les stars de Hollywood ont fait le déplacement. Enfin, Grace Kelly apparaît dans sa robe de mariée. Elle lui a été offerte par ses producteurs, comme le veut la tradition du studio quand une actrice se marie. 25 mètres de taffetas, 100 mètres de tulle, des milliers de perles cousues à la main. Alors que tout se déroule pour le mieux, le mariage du siècle va être perturbé par l'arrivée d'un invité surprise. Charlotte Grimaldi, la mère de Régnier, arrive à la noce avec son nouveau chauffeur. Le problème est que celui-ci est soumis à une interdiction de se rendre sur le territoire monégasque. La police a bien reconnu René Lacanne, un mafieux tout juste sorti de prison, mais elle ne peut pas interdire l'accès du palais à la princesse Charlotte. Femme divorcée, libérée et émancipée, la mère de Régnier est devenue assistante sociale en prison. C'est là qu'elle s'est entichée de cet homme, son dernier amant en date, qu'elle fait passer pour son chauffeur. Régnier est furieux et Grace outrée. Sa belle-mère, qui clame haut et fort détester les Américains, est quasiment une femme de mauvaise vie à ses yeux. Les deux princesses ne s'entendent guère, mais elles ne se verront pas souvent.
Charlotte peut continuer à courir le monde avec ses repris de justice. Grace est bien décidée à être la parfaite altesse de Monaco. Le couple se découvre réellement dans les semaines qui suivent le mariage. Leur amour est tendre et sincère. Ils ont le même sens du devoir. Grace apprend vite le français, même si elle garde un accent à couper au couteau. Elle se lance dans de nombreuses œuvres caritatives, dont la Croix-Rouge, ce qui lui vaut rapidement le surnom de princesse des pauvres. Et elle est une épouse modèle. Au final, comme sa sœur et sa mère, elle est devenue une femme trophée, bien élevée et mondaine. La starlette émancipée d'Hollywood a été balayée par une femme en accord avec les mœurs bourgeoises de son temps. Mais surtout, Grace ne manque pas à son devoir le plus important. Elle tombe vite enceinte. Les parents Kelly auraient été scandalisés en apprenant que leur fille avait subi un examen de fécondité avant son mariage. Pourtant, perpétuer la dynastie des Grimaldi était au cœur de son nouveau rôle. Le 23 janvier 1957, 21 coups de canon résonnent dans la principauté pour célébrer la naissance de Caroline, la première fille du couple. Le prince et la princesse ont embauché des attachés de presse spécialisés dans la vie des stars. Avec leur complicité, ils font de cette naissance un événement médiatique au service de la principauté. Leur vie doit désormais servir de publicité au rocher. Un shooting privé est organisé à l'hôtel de Paris. Les clichés de la princesse serrant sa fille dans ses bras sont vendus aux enchères aux journaux. Les médias français s'arrachent les images de la famille princière. Paris Match, artisan de la formation de ce couple mythique, propose 6 millions de francs pour en avoir l'exclusivité. Mais François remporte le scoop en l'achetant 7 millions. La machine médiatique s'emballe à nouveau pour la deuxième grossesse de la princesse. Le 14 mars 1958, 101 coups de canon sont tirés pour célébrer la naissance d'Albert. Encore une fois, la présentation du nouveau-né aux médias est mise en scène. Les caméras captent l'image d'une Grace très professionnelle qui, bien qualitée, se recoiffe énergiquement avant de prendre son bébé dans les bras. Joue contre joue avec l'enfant, elle sourit aux journalistes et offre à Paris Match l'une de ses plus belles couvertures. Régnier et Grace jouent avec les médias. Ils leur offrent régulièrement de belles photos et ce commerce leur évite de faire l'objet de paparazzades. Le couple s'autorise des moments d'intimité avec leurs enfants. Dans ces occasions, Grace passe derrière la caméra. Elle filme les jeux de ses petits, Albert en cow-boy et Caroline en indienne. Mais la vie publique les rappelle à leurs devoirs et Grace va s'avérer être très diplomate en temps de crise contre la France. La principauté de Monaco est étroitement liée à l'Hexagone depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité d'amitié protectrice de 1918 fait de la principauté un protectorat français qui permet au président de la République une certaine ingérence dans les affaires de Monaco qui se développe comme un paradis fiscal. La France peut, par exemple, exercer un contrôle sur les organes de presse monégasques, RMC, Radio Monte-Carlo, et TMC, Télé Monte-Carlo, afin d'aligner leur programmation sur celle de l'ORTF. Cette tutelle devient insupportable pour Régnier. Il décrète de manière unilatérale l'indépendance de ses médias et révoque le représentant de la France dans son pays. Le sang du général de Gaulle ne fait qu'un tour. Le couple Grimaldi rencontre le couple de Gaulle pour tenter d'aplanir la situation. En vain. Le général pense que Grace est un agent américain qui œuvre contre les intérêts de la France. Le 12 octobre 1962, le conflit s'envenime. La France déclare le blocus de Monaco. La douane française surveille étroitement la frontière du Rocher et crée délibérément de longs embouteillages. L'opposition de Régnier est audacieuse car son Rocher dépend de la France pour toutes ses infrastructures des voies ferrées à l'électricité. Au final, le couple obtient l'autorisation de rédiger une nouvelle constitution reconnue par la France. Régnier s'impose comme le seul maître de son Rocher et il a choisi la bonne épouse pour l'épauler. En 1965, 3 ans après ce coup de poker politique, le couple donne naissance à Stéphanie, son 3e enfant. Grace reconnaît en elle la petite fille au tempérament d'artiste qu'elle a été. Toujours souriante devant les caméras,
La princesse est une icône qui se fane imperceptiblement en privé. Alors que Régnier développe le parc immobilier de Monaco et se consacre aux courses automobiles et aux animaux, elle passe de plus en plus de temps seule. Dans ces moments à elle lit beaucoup, comme lorsqu'elle était adolescente, et elle colle des fleurs dans des grands albums. Grace devient mélancolique. Régnier pense que le cinéma pourrait la sortir de son abattement secret. Hélas, quand Hitchcock lui propose de tourner de nouveau avec lui, Grace est obligée de décliner. Les monégasques ont écrit des centaines de lettres et de pétitions au palais pour empêcher le départ de leur princesse pour Hollywood. Ils étaient convaincus qu'elle ne reviendrait jamais. Alors Grace finit par renoncer. Régnier affirme publiquement que sa femme ne doit pas travailler. Grace ne s'appartient plus. Une exception aura tout de même lieu pour un seul film. En 1982, un couple d'intimes du palais propose à Grace Kelly de jouer son propre rôle de princesse de Monaco dans un film intitulé Rearranged. Le scénario ne nuisant pas à son image, Grace peut retrouver les plateaux. Ses cachets seront d'ailleurs reversés à des œuvres caritatives. La langueur de la princesse semble s'évanouir. Elle bavarde de bon cœur avec les techniciens et participe au placement des décors. Mais son rôle la renvoie à l'existence factice dans laquelle elle s'est enfermée. Le film ne sera finalement jamais diffusé. À la fin du tournage, Grace quitte pour la dernière fois un plateau de cinéma. L'été commence. Elle passe du temps à Rocagel, le ranch familial situé sur les hauteurs françaises qui surplombent Monaco. C'est là que Stéphanie apprend à conduire avant de préparer ses valises pour son stage de haute couture à Paris en septembre. Grace a prévu d'accompagner sa fille. La princesse congédie son chauffeur et prend le volant. Elle s'engage prudemment sur la route de la Turbie qui descend en lacet vers Monaco. Elle rate un virage. La Rover défonce la glissière de sécurité et fait des tonneaux sur 40 mètres de dénivelé. La voiture s'écrase dans le jardin d'une villa privée. Il est 9h54. Vers 10h10 du matin, ce 13 septembre 1982, les pompiers sortent Stéphanie par la porte côté conducteur car la porte passager est bloquée. Elle est en sang et hurle que sa mère est morte. Grace, projetée sur la banquette arrière, souffre de plusieurs fractures aux jambes, aux côtes et à la tête. Elle est évacuée vers l'hôpital de Monaco où 2 chirurgiens chevronnés tentent de résorber ses hémorragies cérébrales. Impuissants, ils demandent un scanner. Il faut pour cela déplacer la princesse vers un cabinet privé. L'imagerie prouve que les 2 hémorragies cérébrales dues au choc sont incontrôlables. Le scanner montre aussi une autre tache dans le cerveau antérieure à l'accident. La princesse Grace de Monaco aurait fait un AVC sur la route de la Turbie. Voilà pourquoi elle aurait raté son virage. Elle meurt dans la soirée du 14 septembre 1982. Sa mort fait la une du JT. Ce jour-là, on ne parle même plus de la guerre du Liban. Pour ses obsèques, toute la presse et le Gotha sont venus à Monaco. Elle est inhumée le 21 septembre dans la cathédrale de Monaco. 40 ans après sa mort, elle demeure la plus grande ambassadrice du Rocher. Rien ne semble ternir l'aura de cette princesse à la beauté et au destin hitchcockien. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Grace Kelly, les rôles d'une vie. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim.
Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Élise Berthil de sa diffusion.